Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une Select News pour faire un petit débrief de l'E3. Bon, un petit peu en retard, hein, désolé, mais j'ai attendu un petit peu parce que l'E3 ça se résume pas quand même aux conférences des différents constructeurs et éditeurs. Il y a quand même plusieurs jours qui se passent après et des fois il peut y avoir des petites annonces intéressantes. Donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre déjà d'une pour ça et puis après bon bah j'avais d'autres vidéos aussi à tourner. Donc du coup on va faire ça, donc je vous rappelle j'avais fait une petite liste avec les différentes choses que j'attendais. Donc on va rebondir en fait sur chaque jeu que j'attendais, puis on va voir du coup s'ils étaient présents ou pas, si ça m'intéresse ou pas. Donc c'est parti. Donc on va commencer par Capcom, comme l'autre fois, donc avec Devil May Cry 5, donc qui a été enfin annoncé, et pour moi personnellement ça m'intéresse pas du tout. Comme je disais, j'aurais bien aimé un retour aux origines, et là en fait ils continuent à partir dans leur délire très, je sais pas, genre adolescent, prépubère à la con, enfin j'aime pas du tout honnêtement. Je vais peut-être paraître un petit peu salé dans cette vidéo, mais bon, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu personnellement dans cette 3. Donc je m'y suis pas retrouvé. Au début je me suis dit, le mec qu'on voit c'est quoi? C'est le nouveau Dante ou pas? Et en fait c'est Nero. Donc un personnage qui était déjà présent dans Devil May Cry 4. Donc d'un côté tu te dis c'est bien, c'est le 5 au moins, c'est pas la suite du fameux reboot. Mais d'un autre côté t'as l'impression que Nero ils l'ont fait en mode Dante du reboot pour faire plaisir à ceux qui ont aimé le reboot, mais vu que les autres n'aiment pas trop le reboot et qui préfèrent l'original, on vous fout le Dante normal aussi. J'aime pas trop ce parti pris, en plus espèce de meuf qui les suit là, qui va les aider, j'aime pas trop, enfin ça fait vraiment, ça m'a fait penser au début à la fille qui aide aussi dans Final Fantasy XV, celle qui travaille dans un garage je crois. J'ai pas encore joué à Final Fantasy XV hein, donc voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ça, je me suis dit bon encore un perso, ils veulent faire genre un perso assez stylé qui a des répliques particulières ou qui a vraiment une manière de faire assez particulière. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais franchement, ça me donne pas trop envie. Au niveau des environnements, pour le peu qu'on a vu, je suis pas trop fan non plus. Donc, franchement, voilà, Devil May Cry 5 continue dans leur lancée du reboot, on va dire. Même s'ils veulent faire plaisir aux anciens avec le retour de Dante. Dans un Dante qui est, pareil, très vieux aussi, j'aime pas trop sa tronche. Pareil pour Nero d'ailleurs. Hein. Mais ils utilisent le même moteur que Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 7, le RE Engine comme il l'appelle. Et en fait ils utilisent aussi la photogrammétrie, la fameuse responsable des changements de visage de nos fameux héros dans la série Resident Evil. Et ben ils l'utilisent aussi pour Devil May Cry, donc on voit ce que ça donne. Bon après chacun ses goûts. Mais en tout cas je fais partie des gens qui n'aiment pas trop cette nouvelle façon de faire en tout cas. Voilà, donc pour Resident Evil 2 Remake, je vous ai fait un live en compagnie de Petit Seb et de Rudy Gustin, donc que vous pouvez retrouver. Je vais essayer de le mettre dans la fiche là en haut. Ici, normalement il y a un petit i qui s'affiche, et vous pouvez cliquer pour être redirigé dessus, ou sinon vous allez dans l'onglet vidéo de ma chaîne, vous allez le retrouver, parce qu'après, vu que j'ai sorti pas mal de vidéos depuis, enfin pas mal, pas énormément, mais du coup on voit peut-être pas dans le flux d'actualité si vous êtes sur la première page de ma chaîne. Donc voilà, j'ai fait un live très long quand même, je crois qu'il dure presque 4 heures, je crois, non? Enfin plus de 3 heures en tout cas, c'est certain. Donc n'hésitez surtout pas à aller le voir si vous voulez vraiment mon avis sur Resident Evil 2 Remake, et vous contentez pas des 5 premières minutes, parce que c'est vrai qu'au début on donne notre avis global à l'apparition du truc. Ça me casse les couilles les bruits de fond, mais je suis obligé de laisser la fenêtre ouverte, il fait beaucoup trop chaud, c'est vraiment intenable. Bon ça va les décimènes là, calmez-vous putain. J'en étais où? Oui, donc pour Resident Evil 2 Remake, du coup, même si ça dure très longtemps, de toute façon c'est au format podcast, hein, on a mis une vidéo pour accompagner avec des extraits de gameplay et tout, mais si vous les avez déjà tous vus, enfin ils sont parus 100 000 fois sur le web, il y en a plein depuis qu'on rejoue à la démo, mais c'est toujours la même séquence, jouée différemment selon le joueur, quoi. Donc voilà, vous voyez toujours la même chose, donc vous pouvez juste écouter en audio, ou limite le télécharger en MP3, j'en sais rien. Mais voilà, vous cantonnez pas aux 10 premières minutes, on essaie de résumer vraiment notre premier ressenti quand on a vu l'annonce avec la première vidéo de trailer. Parce que sinon, vous allez passer à côté de plein de choses qu'on a essayé de dépouiller, vraiment le gameplay, l'ambiance visuelle, l'ambiance sonore,
qu'est-ce qu'on pense de la modélisation des personnages, etc. Donc voilà, ce que j'avais vu dans les commentaires justement de ce live, ça avait été quelques-uns à commenter, des fois vous parlez de certaines choses alors qu'on les aborde plus tard, donc c'est un peu con déjà d'une. Et en même temps, par exemple, il y a un moment, je sais plus qui c'est qui le mentionnait, mais il disait faut bien faire la différence entre un remake, un reboot, un remaster, tout ça. Mais je suis le premier à expliquer aux gens, à essayer de vulgariser aux gens ce que c'est un remake, un reboot et un remaster, parce qu'il y a beaucoup de frontières qui sont proches, notamment entre remake et remaster pour certains, et c'est volontaire. Les studios le font parce que quand tu pars d'un principe où c'est quasi un remake, bah tu dis ah ouais c'est vraiment un jeu refait, donc tu vas l'acheter. Que quand c'est plus juste un remaster, en général les gens ils se disent ouais, c'est juste un lissage HD, on s'en fout qu'on va pas l'acheter. Donc cette frontière là elle est volontairement floue par les développeurs pour vraiment inciter sur l'envie d'acheter, de se dire bah tiens c'est vraiment nouveau quoi, alors que c'est pas forcément le cas, mais j'ai toujours essayé de vous vulgariser ça depuis plusieurs années, et puis je vous ai cité encore plein d'exemples dans le débat. Donc voilà, je sais très bien faire la différence entre tout ça, et après bon, je vais pas rebondir plus que ça, parce que tout ce que j'ai dit, j'ai vraiment découpé les trucs, ok, je veux bien des changements, mais pas trop, il y avait les Outbreak à côté pour des idées, etc. Enfin voilà, vous avez le live, si vous voulez vraiment avoir mon avis de manière détaillée, il n'y a pas de souci là-dessus, il restera disponible plusieurs mois, bah, peut-être que je le supprimerai pas, j'en sais rien, mais bon, en tout cas il restera là au moins jusqu'à la sortie du jeu, voire plus, parce que je pense pas que mon avis changera, hein. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est une direction qui me plaît pas, hein. J'adhère pas du tout à ce qu'ils ont fait, et du coup je vois pas comment tout le reste du jeu, waouh, ils vont aller dans mon sens quoi. Enfin ça serait totalement incohérent avec la direction artistique de ce qu'ils ont montré jusqu'ici, ça serait complètement pété quoi, enfin tu fais pas deux ambiances artistiques dans un même jeu, c'est pas possible quoi. Donc bon, voilà, j'attends quand même de voir un peu la suite parce que je suis quand même curieux, hein. Même il y a des jeux que je vais pas acheter, genre les The Last of Us par exemple, mais je regarde quand même, parce que voilà j'aime bien, je suis un peu curieux, je m'intéresse quand même à l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Donc voilà, je garde toujours un petit œil curieux, voir un petit peu ce qui se fait, comment ça évolue, etc. Mais en tout cas, clairement pour l'instant, je ne l'achèterai pas quoi. Ça c'est quelque chose que j'ai dit en live et je le redis aujourd'hui. Donc ne vous attendez pas à le voir en walkthrough ou quoi, parce que ça j'ai déjà dit que je le ferai pas, même bien avant son annonce. Donc voilà, ça a pas changé quoi. Donc pour Révélation 3, par contre je me suis dit qu'ils allaient peut-être teaser quelque chose, mais apparemment non. Ils concentrent vraiment leur communication jeu par jeu maintenant, j'ai l'impression. C'est ce qu'ils avaient fait avec Resident Evil 7, où ils parlaient vraiment que de ça jusqu'à la fin de l'année, avec la sortie, je crois qu'elle s'appelle Gold Edition. Enfin, en tout cas, elle récupère tous les DLC. Et là, pareil, c'est tout sur Resident Evil 2, et je pense que tant que le jeu n'est pas sorti, voire peut-être même après, parce que pour l'instant, ils parlent pas de DLC, on ne sait jamais. Peut-être un DLC avec Ada, ou une connerie comme ça, pourquoi pas. On sait que Hank et Tofu sont intégrés dedans, mais après, le reste, qui sait quoi. Donc voilà. Sinon, du côté de Sega, bon, au niveau de Yakuza, il n'y a eu rien du tout. Ils ont remontré, je crois, peut-être les remasters du 3 qui va sortir sur PS4. On sait que le 4 et 5 vont suivre. À part ça, rien du tout, pas de Yakuza 7. Pour Shenmue, pareil. Alors, ils en ont peut-être parlé vite fait, mais enfin, en tout cas, rien d'intéressant à souligner. Donc, c'est aller au suivant. C'est pareil, pas de localisation vers chez nous de Yakuza Ishin et Kenzan, ça je crois que j'avais oublié d'en parler. Pourtant je l'avais noté mais j'ai dû le zapper sans faire exprès, c'est vraiment des jeux qui retracent un petit peu l'histoire, enfin certaines périodes de l'histoire du Japon, et ils sont jamais sortis en dehors du Japon ceux-là. Et je crois que ça restera comme ça, hein, ça sortira jamais. Parce que l'un des créateurs principaux de la série a dit que... Enfin, pour lui, hein, c'est leurs arguments eux, comme d'habitude, c'est que le public occidental n'arriverait peut-être pas à assimiler, en gros, cette culture-là. Enfin, je vous dis ça dans les grandes lignes, mais bon, voilà. C'est un petit peu du bullshit entre nous, mais bon, voilà, c'est leur argument, quoi. Donc s'il reste dans ce sens-là, je vois pas pourquoi il sortira un jour. Du côté d'Ubisoft, du coup, on a eu Assassin's Creed Odyssey, donc il a été... officialisé en bonne et due forme, puisqu'il y avait eu quelques leaks avant.
Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors par contre, je l'ai mentionné sur Twitter, c'est vrai qu'il y a un truc qui me dérange un peu, c'est qu'il manque de sa propre identité. On a l'impression que c'est un Assassin's Creed Origins 1.5 ou 2.1, enfin vous voyez, c'est un petit peu l'extension d'Assassin's Creed Origins. Alors il paraît que dans le développement, du coup, il y avait une partie de la Grèce qui était déjà bien plus en avance à la sortie d'Origins, du coup ils ont préféré garder ce contenu là pour un autre jeu. Bah après tout ça se défend, moi je veux dire il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que ça manque un petit peu d'identité quoi. Mais après me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça a l'air d'être sympa quand même, il n'y a pas de souci, mais j'aurais aimé une identité un peu plus individuelle par jeu en fait, parce que même dans la direction artistique des différents menus, des interfaces de jeu, on retrouve vraiment du Origins à quasi 100% en fait, même dans les couleurs, genre les objectifs et tout, c'est écrit en doré, qui rappelle l'or des pharaons pour l'Égypte, ça collait, mais là on est en Grèce, je trouve ça con qu'ils gardent exactement le même colorimétrie, etc. Moi je voyais plus une couleur bronzée justement des écritures, parce que ça correspond au logo, puis ça correspond plus souvent ce qu'on voyait, enfin... La Grèce, souvent, quand t'as des armures, des choses comme ça, t'as le côté bronze qui est mis en avant, quoi. Et donc je me suis dit, ça serait pas mal s'ils partent de ce principe-là, mais apparemment non. Ils sont plus dans le délire d'Origins. Bon après, c'est que des interfaces, des menus, hein, évidemment. Mais voilà, pour moi ça compte, ça fait partie de l'identité, forcément, les menus, ça a son importance quand même. Mais bon, tant pis, on verra ce que ça donne. Bon, c'est pas pour autant que je l'achèterai direct, parce que Origins me donnait grave envie, parce qu'en plus je voulais le faire en walkthrough. Et puis l'Égypte, évidemment. La Grèce, j'aime beaucoup aussi, mais c'est pas pour autant que je vais acheter directement le jeu. Parce que déjà Origins, j'aimerais le refaire en New Game Plus, pour vraiment profiter de l'histoire et peut-être faire quelques quêtes secondaires aussi à côté, parce que c'est vrai que le jeu est très très riche, hein. Je crois que je suis à plus de 80 heures de jeu quand même maintenant. Et bon là je l'ai laissé de côté hein, depuis plusieurs mois, on va pas se mentir aussi. Je suis passé à d'autres jeux, mais voilà, j'ai envie de le refaire avec toutes les améliorations que j'ai faites et enchaîner plus l'histoire pour peut-être mieux la comprendre aussi. Puisque peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé durant la découverte, parce que déjà quand tu commentes, tu passes à côté de certaines choses, et puis voilà, je faisais un peu de secondaire à côté. Donc voilà, plus se focus sur l'histoire principale quoi. Alors par contre pour Splinter Cell, il y a eu que dalle, il n'y a rien qui a fuité, il n'y a pas eu de teasing de quoi que ce soit. Clairement les sources indiquent qu'il est vraiment en développement, ça il n'y a pas de souci depuis plusieurs années, mais ils l'ont pas annoncé. Je sais pas pourquoi, enfin j'ai ma petite idée parce que je me dis qu'il y a quand même Assassin's Creed Odyssey qui va sortir à la fin de l'année. Il y a aussi The Division 2 que je voyais pas du tout venir ce jeu là, parce que le premier en tout cas personnellement m'intéressait pas du tout. Bon il avait quand même bien marché mais il a vite été oublié quand même je trouve. Il y avait énormément de hype autour du jeu avant qu'il sorte et dès qu'il est sorti on va dire quelques semaines après, ça en parlait vraiment plus beaucoup je trouve sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est souvent comme ça maintenant, il y a beaucoup de jeux où les gens sont hype à fond et quelques semaines après, hop là, il est parti, il n'y a plus rien. C'est comme si le jeu n'était pas sorti limite quoi. Donc bon, bah c'est cool pour ceux qui ont aimé le premier, voire même ceux qui vont découvrir la licence avec le deuxième. Mais voilà, en tout cas ça m'intéresse pas particulièrement, mais du coup quand tu vois que t'as deux gros AAA comme ça qui sortent, ils sont peut-être dit on va garder Splinter Cell pour plus tard, alors soit ils vont l'annoncer vers la fin de l'année, ou peut-être l'année prochaine, on verra, mais je suis toujours en attente d'un prochain Splinter Cell, j'aimerais bien encore une fois qu'il retourne aux origines, comme je vous avais expliqué, mais bon ça, seul l'avenir nous le dira. Après du côté de Microsoft, pour tout ce qui est Age of Empires, j'ai rien vu, alors je suis peut-être passé à côté de certaines choses que j'ai pas non plus comment dire, épluché on va dire en termes de news 3, mais en tout cas j'ai rien vu, donc je peux peut-être me tromper, mais là en l'occurrence ils ont pas du tout parlé de la définitive édition du 2 ou du 3, et encore moins de Age of Empires 4 tout simplement, donc je sais pas où ça en est, j'imagine qu'ils bossent quand même dessus, pour l'avoir teasé et tout, je pense qu'ils bossent dessus, c'est certain, mais quand est-ce qu'ils vont montrer ça, je sais pas du tout. Ensuite pour Naughty Dog, bah du coup ma petite idée d'avoir un Uncharted, par exemple remastered de Golden Abyss, pour l'instant il n'y a rien. Peut-être on ne sait jamais au PlayStation Experience parce qu'il y a encore des choses à montrer, ou éventuellement au Tokyo Game Show, mais je vois moins un Uncharted être dévoilé au Tokyo Game Show.
Et puis là, je pense qu'ils sont vraiment tous à fond. J'ai vu une interview là il y a pas longtemps où ils parlaient des différentes équipes de développement, comment ils ont pivoté entre les différents projets. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont vraiment tous à fond sur The Last of Us Part 2, enfin le deuxième quoi. Donc du coup, je pense vraiment pas qu'il y aura un Uncharted par Naughty Dog, mais une petite version HD du Golden Abyss sur PS4, en tout cas je dirais pas non. Donc c'est pas impossible, mais encore une fois c'est plus un rêve qu'autre chose. Et après, au niveau de Naughty Dog c'est tout. Au niveau de Sony Ben, donc Days Gone, je suis un petit peu mitigé quand même, parce que c'est vrai que le jeu me donne envie, comme je disais l'autre fois. Avec toutes les hordes de zombies et tout, c'est bien sympathique. Mais de ce qu'on a vu quand même, j'ai peur que ça soit répétitif et que ça manque quand même de fond, on va dire. Parce que ce qu'on voit dans les phases de gameplay notamment, il y a beaucoup de moments où tu dois péter des hordes, où tu vas dans un champ abandonné entre guillemets, où t'as des épaves de voitures, tout ça, t'as des espèces de crevasses, et souvent dans les crevasses t'as les zombies. Et à côté t'as des différentes choses pour les exploser, t'as des camions citernes, t'as des bidons d'essence, etc. Et je trouve que c'est pas terrible en fait ça. Enfin moi je veux vraiment voir l'histoire et ils l'ont pas trop montré de ce côté là. Donc j'attends vraiment de voir tout ce qui est histoire, parce que c'est vrai que pour l'instant en tout cas ça me donne pas trop envie. Enfin si c'est juste ce genre de phase de gameplay, et après bon il y a le côté on customise sa moto, on peut se promener selon la météo, voilà ça peut avoir un impact, ça c'est sympathique. Mais bon pareil, passer sa vie à se trimballer en moto et péter des hordes, je voyais quand même le jeu un petit peu au-delà de ça quoi. Enfin là ça fait un petit peu jeu indé quoi, entre guillemets quoi. C'est plus dans le délire, tu shootes plein de zombies et c'est tout. Et j'ai pas envie que ça fasse l'effet State of Decay en fait, parce que ça c'est l'exclu Xbox qui... À la base c'était un jeu indé, hein, State of Decay, et le 2 ils l'ont mis à un rang... Enfin c'est toujours un jeu indé, et avec ses défauts d'ailleurs, mais ils l'ont mis à un rang de genre AAA super exclu d'Xbox, et en fait le jeu est buggé et tout, puis c'est... Y a pas vraiment d'histoire, enfin même le premier State of Decay n'était pas ouf. Je trouve que c'est pas extraordinaire comme jeu, j'ai peur qu'en fait... Days Gone parte dans cette idée-là. Je me trompe peut-être, hein, mais j'attends d'être surpris en tout cas pour la suite. C'est vrai que pour l'instant c'est ça qui me fait le plus peur. Hein. S'il n'y a pas le scénario qui suit avec, et c'est toujours tu pètes de l'arme comme ça sans intérêt, c'est ok, tu vas t'amuser quelques heures, mais après t'as vite fait le tour quoi. Donc voilà, après du côté Kojima Productions, du coup on a eu un petit... Bon, c'est du gameplay en fait, hein, avec le fameux Norman Reedus, le personnage qu'on incarnera. Donc de Death Stranding, hein, j'ai pas dit le titre du jeu, mais bon voilà. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa, parce qu'ils ont fait une phase de gameplay où il n'y avait pas du tout d'action en fait, par rapport aux trailers, où les trailers se voulaient quand même très posés en général, mais voilà, il y avait des moments, il y avait des menaces, etc. Donc il y avait un peu d'action, que là c'est vraiment tu te promènes dans les paysages et tout, ça permet de voir un petit peu l'environnement, parce que c'est vrai que par le passé ce qu'on voyait c'était toujours des trucs détruits, ou carrément limite t'as l'impression d'être sur une autre planète limite, par rapport au décor, il y a des cratères et tout, c'est assez chelou. Et là du coup on a vu de la verdure, on a vu vraiment de la... peut-être pas de la forêt, je me rappelle plus exactement, mais enfin il y avait vraiment beaucoup de décors verdoyants et tout, c'était vraiment sympa. Donc ça a l'air d'être cool encore une fois, mais c'est vrai que pour le coup là le gameplay, tu vois que du coup on transporte des choses. Après en termes de scénario, je sais pas, il y a eu des nouveaux persos qui ont été montrés, 2 persos féminins je crois. Je sais qu'il y en a une, c'est Léa Seydoux, parce que c'est une française, et c'est vrai que j'ai été étonné de voir ça, enfin c'est une meuf qui fait limite des films de genre, je trouve, à mes yeux. Enfin, c'est un peu même des films d'auteur, enfin c'est pas des gros blockbusters, et la voir débarquer dans un jeu de Kojima, j'étais grave surpris en fait, j'ai pas compris, mais pourquoi pas, enfin après je sais pas, j'ai vu aucun des films dans lesquels elle a joué, bon. Enfin après c'est, voilà, faut voir le scénario qui va avec quoi. Bon je pense que s'il a pris c'est que bon, il y a des choses qui l'intéressent dans son physique quoi je dirais, donc pour le jeu, enfin voilà, je fais confiance à Kojima en tout cas, de ce côté là. Ensuite pour Sucker Punch, alors ça c'est vraiment je pense, on va dire le jeu qui
a fait quand même l'E3 était cool pour moi. Ça veut pas dire que le reste c'était nul, hein. Je trouve que d'ailleurs, enfin on fera une petite parenthèse à la fin quand même au niveau des différentes conférences, il y en a qui étaient vraiment très cool. Mais ouais, Ghost of Tsushima, là, la vidéo qu'ils ont montré de gameplay, elle était super belle, mais pas forcément techniquement, même si techniquement bah, ça tient la route, hein, c'est très beau, y a pas de souci. Mais c'est surtout au niveau de la direction artistique, c'est des couleurs qui sont pas réalistes en fait. Y a un taux de contraste qui est complètement exagéré en fait, mais ça donne vraiment un cachet à l'image et ça... Je sais pas, t'as l'impression que c'est un peu une photo qui est retouchée, tu vois. Mais ils ont vraiment essayé de créer des ambiances, il y a un moment, il y a un duel comme ça, avec des feuilles mortes tout autour qui volent quand tu te bats dedans, enfin... Il y a vraiment une putain d'ambiance derrière et je pense que le jeu va vraiment envoyer du steak. Donc franchement, je pense que là, enfin je vois pas comment je peux être déçu pour la suite. Il y a des petites phases d'infiltration, il y a des phases de combat direct, enfin il y en a un petit peu pour tous les goûts. C'est un open world apparemment, alors ça c'est peut-être la petite inquiétude. J'avoue que le petit open world, peut-être ça peut être répétitif, ou peut-être que du coup le scénario peut être décousu. C'est peut-être ces deux points noirs, je dirais, qui peut me dire, bon... Finalement, il est pas si bien que ça. En tout cas, en termes de direction artistique, il est sublime. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai grave kiffé. Même quand on est sur notre cheval et qu'on se promène dans les plaines comme ça, avec la végétation, je sais pas c'est quoi comme... Ça me dit quelque chose, cette plante-là qu'on voit à perte de vue, mais je sais pas ce que c'est. Et c'est vraiment très impressionnant et très joli. Donc franchement, bon boulot en tout cas de ce qu'on a vu. Et ensuite, du coup, il reste encore deux choses. Une chose que je vous avais pas parlé, que j'ai complètement oublié, mais là j'y ai repensé. Et ce qui est marrant, c'est que ça a pas du tout été montré durant l'E3, mais je pense que ça, ils vont le garder pour plus tard. Donc, il y a Square Enix, où j'attendais le remake de FF7, on n'a rien eu du tout. Tout comme ça, c'est c'est niette, voilà. Mais selon certaines rumeurs, quand même, le projet est quand même bien avancé. Et il y aurait peut-être... l'abandon du jeu en morceaux en fait, enfin, en série épisodique quoi. Donc je sais pas, j'attends de voir, si c'est un jeu entier c'est mieux, mais après comme je vous ai dit personnellement, si c'est en épisodique j'attends que tous les épisodes sortent, donc je me sens pas trop impacté par ça, mais bon, si ça peut les aider à sortir le jeu plus vite au public qui l'attend le plus, bah ça serait mieux épisodique, mais bon après, voilà. Moi ça sera boîte, façon boîte complète, ça c'est clair, hein, c'est pas en épisodique. Et le dernier jeu que j'avais oublié de parler, c'est vrai que c'était juste un teasing de quelques secondes, je crois, il montrait le logo, peut-être avec une musique d'ambiance je crois. Je sais plus si c'était au PlayStation Experience, en tout cas c'était l'année dernière. Ils avaient teasé une version remasterisée de Medieval. Du coup on n'a rien vu ici, mais c'est vrai que ça c'est un jeu que j'attends aussi, j'avais oublié de le noter, donc c'est pour ça que je le mentionne aujourd'hui, et c'est vrai que bah, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, parce que Medieval en remasterisé, on a vu qu'ils ont fait plusieurs remasterisations ces derniers temps, avec Crash Bandicoot par exemple, ou Spyro, et je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Medieval, parce que Medieval ils ont fait un remake déjà, que je vous ai proposé sur ma chaîne en walkthrough, c'est Résurrection, donc bon il y avait quelques niveaux en moins, mais est-ce qu'ils vont partir plus sur l'ossature du jeu PSP et peut-être ajouter des niveaux, je sais pas, pour avoir vraiment le jeu d'origine complet, ou vraiment partir de base sur le jeu d'origine et de refaire une version actuelle comme ils ont fait pour Spyro et Crash Bandicoot, je sais pas. Parce que les deux ont quand même des choses différentes, enfin... Après forcément, si ça sort aujourd'hui, ça sera pas comme l'original évidemment, mais moi je préfère en tout cas la vision de Résurrection. Déjà au niveau de la direction artistique, bah, évidemment c'était plus joli et tout, hein, mais j'essaye de mettre à part la différence graphique évidemment, parce qu'il y a quand même des générations de consoles entre deux on va dire. Et au niveau de la musique, les musiques étaient beaucoup plus cool en tout cas de mon point de vue sur Résurrection, et s'ils repartent plus dans les musiques de l'original et qu'ils remanient un petit peu, j'ai un petit peu peur quand même, parce que franchement celles de Résurrection pour moi elles sont vraiment sublimes quoi, c'est l'une des meilleures OST je trouve du jeu vidéo, donc j'ai un petit peu peur de ce côté là, je serais curieux de voir ce qu'ils vont faire, mais bon, peut-être au PlayStation Experience en fin d'année, ils le montreront,
je pense. Parce que c'est vrai que ça c'est toujours le petit moment où ils montent toutes les exclus PlayStation, enfin c'est vraiment pour PlayStation ce truc là. Donc je pense qu'ils ont pas tout dévoilé à l'E3 et qu'on aura encore pas mal de contenu durant le reste de l'année. Donc j'espère en tout cas voir des news de ce projet là. Et savoir un petit peu sur quel pied ils vont danser quoi. Donc voilà un petit peu près pour la liste. Donc en gros, petit résumé en gros de l'E3, c'était quand même un bon E3 cette année je trouve. Il y a quand même des conférences qui étaient pas mal, celle de Xbox notamment, même s'il n'y a aucune exclusivité Xbox qui m'intéresse vraiment, il y a pas mal de bonnes choses. Ils ont quand même balancé du lourd, enfin je pense que c'était la meilleure conférence, en tout cas de mon point de vue, en termes de rythme et d'annonces qu'ils ont faites. Enfin, ils ont vraiment fait plaisir aux fans Xbox quoi. Ils te balancent du Halo, ils te balancent du Gears of War, il y a le Forza Horizon 4 qui débarque, enfin vraiment ils ont mis le paquet là-dessus. Sony ça allait, c'est un petit peu mou par moment mais je trouve que ça allait. Nintendo, j'ai pas trop suivi, mais les gens ont pas mal ragé apparemment, parce qu'il y a quasi une demi-heure, je crois, de ce truc qui dure à peu près 40-45 minutes, je crois, de mémoire, c'était écrit, où c'était du Super Smash Bros. Alors c'est vrai que quand tu consacres plus de la moitié de... C'était pas vraiment une conférence chez Nintendo, mais voilà, on va dire plus la moitié de ton droit de parole, on va dire, vraiment un public très très large, où tu proposes qu'un seul jeu, même si c'est Smash Bros et que c'est attendu, bah c'est un petit peu pourri quoi, quand même, c'est dommage qu'ils aient pas montré autre chose. Donc ils l'ont ressenti hein, d'ailleurs hein, dans la bourse, ils ont perdu quelques points après cette E3 là, ça leur a fait un petit peu mal au cul, mais en même temps c'est normal quoi, il y a tellement de jeux qui sont attendus par les fans de Nintendo, et pour ce qu'ils ont proposé à cette E3, c'est un petit peu du foutage de gueule quand même. Et l'autre studio aussi, enfin l'autre éditeur que j'ai trouvé ça drôle, c'est Square Enix. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait une conférence. Une conférence ça coûte des millions de dollars en termes de logistique, etc. Donc c'est, voilà, quand tu fais une conférence, c'est vraiment pour montrer des choses, normalement. Et le problème c'est que Square Enix en fait, ils ont rien montré quoi. Enfin ce qu'ils ont montré c'est ce qu'on savait déjà. Et le plus gros troll dans l'histoire, c'est que, je sais pas si c'est le patron de Square Enix ou quoi, enfin je sais plus c'était qui ce mec là, au début de la conférence où il dit surtout restez jusqu'à la fin. Et en général quand les mecs te disent ça, c'est qu'à la fin il y a le fameux one more thing comme on dit, le petit truc en plus, c'est souvent le teasing d'un nouveau jeu qui va hyper tout le monde ou des conneries de ce genre pour vraiment finir la conférence en beauté. Et en fait à la fin c'était quoi? C'était du Kingdom Hearts qu'on a déjà vu, il y avait juste quelques morceaux en plus je crois. Mais Kingdom Hearts ça avait été déjà vu sur Xbox, et bon ok c'est chez Square Enix donc c'est normal qu'ils le montrent un peu, mais finir là-dessus et dire rester jusqu'à la fin pour un jeu que t'as déjà vu, tu comprends pas trop pourquoi en fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais what, c'est un problème, ou des fois ils se disaient c'est peut-être pas encore fini, il reste encore peut-être un petit truc caché derrière, et ben non, c'est fini, rester jusqu'au bout mais il y avait rien à voir en fait, c'est assez comique, donc je trouve ça regrettable quand même pour Square Enix parce que ils ont pas montré d'FF7 quand même, ce qui est un jeu attendu, éventuellement possibilité de teasing, je sais pas, d'un titre de FF16 non plus. Le 15 on sait qu'il continue à balancer du contenu dessus, ça serait bien qu'il l'arrête un jour quand même parce que bon ok, soi-disant le 15 était pas fini à la sortie, je peux le concevoir, y a pas de soucis, ils ont sorti plein d'autres trucs depuis, mais là le jeu est sorti depuis 2 ans je crois maintenant, si c'est pas plus. Y a un moment de passer à autre chose les gars en fait. T'as l'impression que c'est le visionne comme un MMORPG en fait, qui vont tenir pendant des années à faire des mises à jour de contenu, etc. D'un côté c'est bien, t'en as pour ton argent, je veux bien. Mais je veux dire, il y a un moment passer au jeu suivant en fait, c'est Final Fantasy XV, là c'est pas Final Fantasy XIV qui se joue en ligne en fait. Donc c'est assez pénible en fait du coup. Je sais pas s'il y a beaucoup de leurs équipes qui travaillent dessus, parce que c'est toujours des petits contenus en plus, mais je pense pas qu'il y ait non plus des centaines de gens qui bossent dessus. Mais c'est des équipes qui pourraient allouer à d'autres projets qu'on attend en fait. Donc je trouve ça un peu con. Mais bon voilà, c'est Square Enix quoi. Donc franchement, j'ai pas compris, faire une conférence pour montrer rien du tout, ou des choses qui étaient montrées à travers les autres constructeurs, étant donné qu'on l'a vu chez les autres constructeurs, pourquoi faire une conférence en vrai? Je sais pas, je pense qu'il y a peut-être eu en stratégie interne, parce que souvent dans ce genre d'événement, ils ont plusieurs plans d'action,
Et après, selon ce qui va se passer, des fois ils changent au dernier moment, ils passent à un autre plan d'action, ils disent bon, ce jeu-là en fait je le garde, je vais le balancer plus tard dans l'année, ou même l'année d'après, des choses comme ça. Tous les éditeurs, les développeurs font ça. Donc peut-être que c'est dû à ça, ils ont fait un changement de dernière minute, j'en sais rien, mais là en l'occurrence, gaspiller des thunes dans une conférence pour montrer des choses qu'on a déjà vues, je le comprends pas en fait. Enfin, ils se tirent une balle dans le pied, je trouve, mais bon. Ok. On verra peut-être à Tokyo Game Show, parce que Square Enix c'est japonais, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de licences qui sont dans le délire japonais, donc peut-être que Tokyo Game Show, on peut avoir quelques surprises, faut voir. En tout cas, moi j'attends toujours FF7, ça c'est clair. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y a 2 autres jeux qui m'ont intrigué, que je connaissais pas, et c'est vrai que je vous avais parlé du projet P7 pour Remedy, ceux qui ont fait Quantum Break, et là du coup ils travaillent sur un nouveau projet, là j'ai plus le nom en tête, ça me revient pas, c'est juste un mot. Et c'est une femme qui se bat avec des pouvoirs, et c'est vrai qu'au début quand j'ai vu le truc, bon il marquait pas le titre du jeu au début, donc quand ça commence, la séquence de gameplay, et je me suis dit wow, ça ressemble un peu à Quantum Break, et je suis peut-être un Quantum Break 2, mais en fait non c'est pas Quantum Break 2, c'est une autre licence, mais j'ai l'impression qu'ils sont partis dans le même délire où c'est une meuf qui a des pouvoirs, alors c'est pas tout à fait les mêmes que Quantum Break, hein, mais j'ai reconnu la sauce Quantum Break derrière quand même, donc j'ai l'impression qu'ils se sont dit on a une bonne idée les gars, on pourrait faire un autre jeu dans ce même genre. Et j'ai l'impression qu'ils partent là-dessus. Après, au niveau histoire, on n'a rien vu du tout, c'était vraiment très orienté gameplay. Donc au niveau du gameplay, ça a l'air d'être sympa, mais il faut voir l'histoire derrière. Là. Pour le coup, pour l'instant, c'est intriguant, mais c'est tout. J'attends vraiment d'en voir plus. Et il y a un autre jeu, enfin, il y en a même 2 en fait qui m'ont intéressé, mais il y en a un, je sais plus c'est quoi, c'est Twin, je sais pas quoi, je crois. C'est fait par Dontnod, donc ceux qui ont fait Remember Me ou Life is Strange par exemple, ou Vampire. Vampire plus récemment, qui est sorti il y a pas très longtemps. Ce jeu-là, c'est une espèce de thriller à moitié un petit peu, et ça se veut assez réaliste. Enfin, c'est plus dans le délire Quantic Dream. J'attends de voir, ça a l'air d'être sympa, faut voir. Pour l'instant, ça m'a donné envie au niveau de l'ambiance et tout, j'ai trouvé ça sympa. Donc j'attends d'en voir plus, et l'autre jeu que je voulais parler, c'est une espèce de... Je crois que c'est un sourd, ouais il me semble que c'est un sourd, c'est Quiet Man, je crois, un truc comme ça. L'homme silencieux, l'homme calme, je sais pas quoi, je sais pas trop comment on pourrait le traduire en français. Et c'est pareil, c'est un jeu d'aventure comme ça, à la 3ème personne, où du coup le mec est sourd, bon on a vu qu'il pouvait se battre et tout, y a pas de souci, mais... je sais pas, je trouve ça intriguant en fait qu'ils font ce genre de héros, donc je suis curieux aussi de voir ce que ça peut donner, ça peut être sympa, ça peut changer un peu, et en même temps pour ce genre de production, si on part vraiment dans le délire, le héros qui est sourd, ça sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire au niveau du sound design, s'ils vont vraiment faire un jeu comme, enfin traditionnel comme n'importe quel autre jeu, c'est-à-dire avec la musique, des bruitages classiques, ou est-ce qu'ils peuvent faire des musiques très... Vu que le mec est sourd, mais en général, enfin, je suis pas sourd, mais bon, on dit que c'est un peu comme les aveugles, et leurs autres sens sont plus développés. Alors est-ce qu'ils vont jouer là-dessus au niveau sonore, par exemple, je sais pas, ressentir des vibrations, du coup au niveau sonore, tu sens des vibrations, des choses comme ça. Dans le gameplay, ça peut être intéressant, ça peut être vraiment une mécanique de jeu innovante, je dirais, et très sympathique. Donc j'attends vraiment d'en voir plus. En tout cas, j'espère qu'ils vont jouer là-dessus, parce que c'est juste un mec qui est sourd dans un jeu, tout ce qu'il y a de plus lambda, bah c'est un petit peu con en fait. Pourquoi vous l'avez fait sourd dans ce cas-là? Ou peut-être pour se dire, bah tiens, pour se démarquer des autres, un héros handicapé, ça peut changer un petit peu. Pourquoi pas? Mais ça serait bien de pousser un petit peu plus le truc quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des idées dans le sound design qui pourraient vraiment être cool pour ce jeu. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour au niveau de l'E3, c'était un E3 qui était vraiment cool. Je pense que de mémoire il était même meilleur que l'année dernière, de mon point de vue en tout cas. Après le top du top ça reste l'E3 où il y avait eu Shenmue 3, FF7 Remake, quand ils ont balancé ça déjà, ça envoyait tellement du lourd chez PlayStation. Bon, en sachant que c'est pas forcément des exclus en PlayStation hein, bien entendu, mais c'était vraiment... le meilleur E3 selon moi que j'ai vécu, on va dire. Parce qu'après je les ai pas tous vécus, hein. J'ai commencé vraiment à suivre les E3 en direct depuis, je sais pas moi, 5-6 ans peut-être, à peu près.
Donc ça remonte quand même à 2013, ouais par là, enfin, à peu près, 2012-2013, donc ça reste très récent. Avant il n'y avait pas forcément de choses comme ça, on pouvait les voir en direct, donc ça n'existait pas, et c'était pas du tout le même genre d'ambiance, quoi. Tu t'attendais sur les sites de jeux vidéo qui te balançaient les news. Donc c'est vrai que, en tout cas, c'était vraiment le meilleur E3, celui de 2015, je crois. Donc voilà, en tout cas, c'était un E3 très sympathique. J'attends de voir la suite, du coup, au Tokyo Game Show, éventuellement au PlayStation Experience, ou peut-être, il y a d'autres trucs. Bon, c'est vrai que la Gamescom aussi, en Allemagne, des fois, ils font des petites conférences, des trucs comme ça. Faut voir, parce que je crois que ces dernières années, la Gamescom, elle a un petit peu abandonné, entre guillemets, au profit de la Paris Games Week. Paris Games Week, avant, c'était juste, voilà... il y a des jeux vidéo, machin, tout ça, il n'y avait rien de spécial. Et maintenant, ils commencent à faire des conférences. Il y avait une conférence PlayStation l'année dernière, et c'était vraiment... Enfin, ils avaient fait ça bien, quoi, alors que la Paris Games Week, à la base, c'était pas très développé, quoi. Donc j'ai l'impression que tout ce qui était, en fait, avant la Gamescom commence à être transféré à la Paris Games Week, donc peut-être qu'on aura d'autres annonces aussi à ce moment-là. Donc on verra, de toute façon tout ça c'est après, globalement je crois que c'est fin des grandes vacances, après le PlayStation Experience je crois que c'est fin d'année, je sais plus exactement quand, c'est peut-être octobre, novembre, un truc comme ça. Donc voilà, il y a de quoi voir venir en tout cas, mais voilà, en tout cas j'attends Ghost of Tsushima, c'est vraiment le jeu que j'attends pour le coup, pour l'instant en tout cas. Donc j'attends d'avoir certaines confirmations pour les autres jeux au niveau de l'histoire ou quoi, si ça me plaira ou pas, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos retours en tout cas pour vous, pour le 3 que vous avez vécu, si ça vous a plu, les différentes annonces, s'il y a des jeux qui vous donnent envie, si vous avez des doutes, etc. Et puis on se retrouve pour la suite des Wakfu en cours avec Yakuza 3 et évidemment j'allais me tromper, j'allais teaser le prochain jeu mais je vais faire la dissection entre deux quand même. Et Tomb Raider 4, la révélation finale, voilà. Allez, à plus.